qu'on s'est rendu compte, notamment pendant le Covid, qu'on avait fait une grande erreur pendant quasiment 30 ans, de désindustrialiser le pays. Et donc, une des missions qu'on s'est données, forte, c'est de relancer l'industrie française. Mais je pense que paradoxalement, tu vois, sur le développement de l'IA, c'est à la fois quelque chose qui va déstabiliser leur modèle économique parce qu'ils vont utiliser leur contenu et générer une réponse. Attention, moi je pense que tout ça représente une énorme opportunité pour tout le monde. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la transition qui va être difficile et il va falloir tout de suite se mettre en mouvement, en tout cas remettre au-dessus de la pile sa capacité à pivoter, à se mettre en move parce que c'est ceux qui le feront maintenant qui vont réussir demain. Perplexity par exemple, a mis en place un fonds pour rémunérer les créateurs de contenu. Je pense qu'il y a une dynamique qui se lance et de ce qu'on comprend, c'est que ChatGPT réfléchit à faire à peu près la même chose. Donc il y a des choses comme ça, je pense, qui vont émerger aussi, des IA plus fermées, quoi. Mais voilà, toujours pareil, hein, là on est tous au doigt mouillé, on teste plein de choses. Nous on a la chance de pouvoir tester plein de choses. On se doit d'être exemplaire parce qu'on pousse ces entreprises à le faire, donc il faut qu'on le fasse nous. Mais on l'est et on continuera de tout tester, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Icebreaker. Je suis Jérémy Lacoste, le DG d'Eskimos France. Eskimos, c'est une agence d'acquisition digitale Global Search. Nous sommes présents sur 5 pays et accompagnons 1000 clients. Icebreaker, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast d'Eskimos où j'aurai le plaisir d'accueillir 2 fois par mois ceux qui construisent le marketing de demain. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Icebreaker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jérémy. Enchanté. Et on va commencer tout de suite finalement avec la première séquence du podcast, qui est la séquence Touchous. Touchous, c'est quoi? C'est 45 secondes que tu as pour te présenter, pour nous dire qui tu es et ce que tu fais. J'ai bien fait ma bille en blanc. Alors. C'est ça, exactement. Écoute, moi je m'appelle Julien, je suis directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France et je suis avant tout un entrepreneur puisque j'ai créé et développé des entreprises pendant 10-15 ans avant de rejoindre cette grande maison pour les entrepreneurs qui est BPI, qui a pour mission d'accompagner et finalement de faire en sorte que tous les entrepreneurs deviennent des champions ou des championnes pour qu'on soit fiers d'eux et qu'on les aide à croître en France et dans le monde. C'est un super défi. Justement, pour qu'on continue à te connaître un peu plus, on va passer à la partie Icebreaker. Okay. Moi, je te lance ce défi, c'est-à-dire que tu vas partager 2 vérités et un mensonge sur toi et je vais essayer de deviner un peu lequel est-ce. Alors, je suis un super mauvais menteur, donc je pense que tu vas vite me griller. Écoute, 2 vérités et un mensonge. Dans l'ordre ou pas? Non. Comme tu veux, faut pas me dire. non, écoute, le première histoire, à 16 ans, après un BEP compta, en fait, je comprenais pas trop le sens de l'école quand j'étais petit. Et après un BEP compta, j'ai décidé d'arrêter l'école et de reprendre un cabaret parisien avec ma famille qui était, elle, déjà dans le milieu de la nuit à Paris. Et donc, à 16 ans, je dirigeais l'un des premiers cabarets transformistes en France, qui s'appelle Madame Arthur. Voilà, donc première anecdote qui m'a été très utile, mais j'ai vite compris qu'il fallait que je retourne à l'école. Donc après ça, je suis retourné à l'école. La deuxième, donc toi, tu dis pas si tu crois que c'est vrai. Non, j'attends que tu donnes les 3 et après je me lance. Si tu fais ton... donc tu m'analyses aussi son comportement corporel verbal, tu fais un peu de PNL. Deuxième chose, comme je l'ai dit, moi je viens du Cambouis, hein, j'aime faire, j'ai toujours fait, j'ai appris en faisant, même si j'ai fait un peu d'études, c'est quand même ce que j'ai fait qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, on fait beaucoup de tournées chez BPI France, on est un peu forain, nous, on aime bien être dans les territoires avec nos camions, nos poids lourds, etc. Et une fois, on faisait un tour de France pour relancer un peu l'économie française pendant le Covid. Et on partait à 15-16 camions dans toutes les villes de France, sur les plages, faire des grosses fêtes et des grands moments d'entrepreneuriat. Et un jour, après, un chauffeur a eu un problème. Et donc, on était vraiment dans la mouise parce qu'on avait un camion qui ne pouvait pas partir, quoi. Et là, j'ai pris... j'ai dit, écoute, il qu'à cela ne tienne. J'ai pris le camion et j'ai suivi le cortège. Et j'ai été jusqu'à l'étape d'après avec l'équipe. Donc tu as conduit le semi-remorque? J'ai conduit le semi. J'ai conduit le semi. J'avais eu la chance parce que pour rigoler, même si on n'a pas trop le droit, sur les parkings, des fois, on conduisait un peu avec les chauffeurs. Et là, on n'avait vraiment pas le choix et on jouait le lendemain. En fait, c'était hyper tendu. C'est comme un Tour de France, quoi. Donc, tu es obligé d'étape en une étape. Tu arrives à 4h du matin. Si tu n'arrives pas à 4h, tu n'as pas monté pour 8h. Enfin, donc, il fallait y aller, quoi. Donc, du coup, j'y suis allé. Donc, deuxième anecdote. Et troisième anecdote, écoute, quand j'avais ma start-up, on avait un concept qui s'appelait Mon stagiaire a du talent. Et donc, à la fin de chaque stage, on leur demandait de nous présenter un talent à toute l'équipe. Donc, c'était super sympa, sauf qu'il y en a une qui avait vraiment un grand talent, qui chantait très, très bien. Et donc, elle l'a fait, on était tous impressionnés. Et après ça, elle a fait une télé-réalité où elle a perdu. Et elle est revenue en stage chez nous complètement démotivée en disant j'arrête le chant, je vais faire autre chose. Et donc, on a décidé, un samedi matin, de l'amener au Sacré-Cœur. Et on l'a fait chanter en bas des marches pour lui redonner la niaque. Elle a chanté, tous les gens sur les marches étaient à fond, c'était incroyable et ça lui a redonné de l'énergie. Elle a fait une autre télé-réalité, aujourd'hui c'est une star internationale. Bon le niveau est élevé là. Alors je vais prendre une petite buzzer pour essayer. À toi.
Bah, c'est facile. Ouais, bah franchement, le premier, il paraît, donc sur la partie cabaret transformiste, ce serait fou que ça soit vrai. J'ai trouvé que t'as mis un tel niveau de détail que j'ai envie d'y croire. Ok, Donc je dis que c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai, ok. Le deuxième sur conducteur de poids lourd le temps d'une panne. Et le troisième sur la télé-réalité avec une stagiaire. Moi, je dirais le poids lourd est vrai aussi. Eh ben non, c'est pas vrai. Je fais plein de bêtises, mais toujours dans la légalité. Ah ouais, d'accord. Donc là, la question que je me pose, c'est qui est cette troisième personne Qui est la star? C'est ça. Alors, c'est Iseult. D'accord, ok. Voilà, Iseult qui a commencé en stage. Qui a fait quoi? Qui a fait la nouvelle star? Et qui avait fait en fait The Voice et qui finalement a fait la nouvelle star après, qui a fini finaliste. Et puis aujourd'hui, c'est l'artiste qu'on connaît. Bon. Voilà. Et c'était avec BP? C'était à l'époque de ma première startup qui s'appelait WeDoBiz. Et en fait, ce concept de mon stagiaire a du talent, il y a plein de startups qui l'ont repris après et ça a fait c'est vachement sympa parce qu'en vrai, tout le monde a un talent caché, quoi. C'est vrai. Tu me donnes une paire justement sur WeDoBiz. Donc, on va parler un peu de ta carrière finalement pour te découvrir. Donc, tu as commencé dans les médias en créant effectivement WeDoBiz. Est-ce que tu peux me parler un peu de la genèse du projet et puis l'impact que ça a eu sur ta trajectoire? C'était un projet un peu naïf au départ. Moi, comme je te l'ai dit, je venais du monde de l'entrepreneuriat à l'huile de coude. Mes parents sont arrivés en France en tant que serveur-serveuse dans une boîte de nuit restaurant. Ils ont réussi à la reprendre et ils ont une dizaine de cabarets, dîners, spectacles à Paris. Et moi, j'étais voué à reprendre tout ça. Je ne l'ai pas fait pour plein de raisons, mais j'avais envie d'entreprendre. J'avais jamais connu autre chose qu'être patron, moi. Et donc, j'ai eu une chance, c'est qu'à l'école, j'ai rencontré 3 autres personnes qui étaient comme moi. C'est-à-dire qu'ils avaient tous envie de monter une boîte, mais qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire. Ils savaient juste qu'ils voulaient être patron. Et finalement, on a réfléchi à des projets qu'on pourrait mener ensemble. Et en réfléchissant au projet, on regardait les médias pour s'inspirer, pour voir des choses en France, dans le monde, tout ce qui sortait à cette époque-là. On est en 2008, là. Et en fait, tous les médias parlaient du CAC 40 toute la journée et il n'y en a pas un qui parlait aux gens comme nous. Et en fait, un jour, j'ai pris l'équipe, j'ai dit, mais en fait, on l'a notre projet. C'est que personne ne nous parle, il faut que quelqu'un parle aux gens comme nous qui montent des boîtes. À l'époque, on ne parlait pas de start-up, on parlait d'entrepreneurs. Déjà l'entrepreneur était nouveau, 2008, 2010, quoi. C'était, la French Tech, c'est 2013. Ouais. Donc, il y a eu un peu de temps avant que tout ça se structure. Et donc, on a décidé au départ de monter le média des entrepreneurs. Donc, on a voulu monter une radio, la REF, la radio des entrepreneurs de France. On voulait une fréquence, on était complètement naïfs, on était à l'école, mais on croyait à fond en ce qu'on faisait. On a fait un incubateur, on s'est fait défoncer au jury de l'incubateur parce qu'on est arrivé tout sûr de nous, très bon à l'école, on était sûr qu'on allait changer le monde. Ils nous ont dit, les gars, vous connaissez rien au monde des médias, vous connaissez rien, vous connaissez pas le modèle économique des médias, et ils avaient raison, et ça nous a fait du bien. Et du coup, on a eu un coach qui a été très rentre-dedans avec nous. On a complètement repensé le projet avec lui. Et finalement, on a monté une radio en ligne, parce que c'était le début des médias digitaux. Et on a lancé une web radio, mais toujours de manière assez naïve, parce que même aujourd'hui, il n'y a aucune web radio très peu qui gagne de l'argent. Donc, mais on l'a fait. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que très vite, on a décidé d'enregistrer beaucoup de contenu. Et vous allez le voir, parce que je crois que c'est le deuxième numéro de ce podcast. Quand on a un micro, en fait, on a accès à tout le monde. Et nous, on ne connaissait personne, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas beaucoup d'argent, on venait pas de famille X ou Y. Grâce au micro, en fait, on a eu accès à tout le monde. Donc, on avait accès aux politiques, on avait accès aux grands groupes, on avait accès, bien sûr, aux entrepreneurs, aux startups, à tous les salons, les événements, le MEDEF, le machin. Enfin, c'était assez dingue. Toutes les portes nous étaient ouvertes. Et donc, ça nous a permis de très vite générer du contenu, très vite générer de l'audience. Et au lancement, je crois, on a lancé en octobre 2010. Je crois que première semaine, on avait 30 000 auditeurs. C'était parti très, très vite. Et c'était des chiffres énormes à l'époque. C'est pas les chiffres d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux étaient beaucoup moins développés, etc. Et en fait, on a lancé la boîte sur ça avec très peu d'argent. Et notre premier client, ça a été un chèque de 119,06 € parce que c'était la TVA, donc c'était un chèque de 100 balles. Alors ça, c'était notre premier client pour faire un communiqué de presse, je crois. Et après, on a commencé à trouver un petit modèle économique sur le média, mais on gagnait 100-200 000 € de chiffre d'affaires par an, quoi, pas plus. Et en fait, ce qui a fait le pivot, c'est qu'en 2014, je suis passé sur BFM pour présenter le projet. Et une institution française m'a appelé en me disant, Julien, ce que vous avez fait, c'est génial. Nous, on ne fera pas de pub chez vous, mais par contre, est-ce que vous êtes capable de faire la même chose pour nous? Nous aussi, on veut développer nos médias. Et là, on a dit, c'est vrai que finalement, en faisant ça, moi, j'avais appris à coder. Un jour, on était en alternance, j'avais appelé les autres associés. Alors, j'ai dit, appuie sur ce lien, est-ce que tu m'entends? Pour faire une radio. Enfin, on avait finalement appris à tout faire en marchant, ce qu'on voit là, les micros, les machins. On a tout appris. On a commencé avec un petit Zoom, ça s'appelle, une petite tablette d'enregistrement et 2 micros comme ça.
Et donc, on a structuré un peu tout le process qu'on avait développé. Je parle bien sûr aussi du SEO, etc. derrière, parce que c'est un sujet que tu connais bien. Et on a fait un média pour eux. Et là, ça a fait des bébés. On a fait beaucoup de médias d'entreprise. On est devenu un peu l'agence de production de médias pour les grands groupes. Et on s'est fait racheter en 2017. Ok, donc d'un média, vous passez à la partie brand content, Ouais. finalement, où vous externalisez, ou en tout cas, vous mettez à disposition La marque blanche. On fait la marque blanche. votre expertise. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, tu l'as dit, en 2008-2009, finalement, l'écosystème entrepreneur, en tout cas le paradigme entrepreneur, il est assez faible en France. Ouais. Et tu arrives finalement à saisir un peu l'air du temps et à travailler une question qui n'était pas du tout présente. Ouais, c'est ça. C'était quoi un peu les piliers de l'entrepreneuriat en France à cette époque-là? À cette époque-là, il y avait Les figures. il y avait des figures qui n'étaient pas les plus positives, quoi. Après, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les grands entrepreneurs français, c'était Bernard Tapie, c'était les patrons de grands groupes, avec toute malheureusement la vision qu'on en a en France, même si on ne devrait pas avoir cette vision, elle était là. Et finalement, et même être entrepreneur, quand on était étudiant comme nous, aller voir ses parents en disant je veux monter une boîte, c'était non, c'est beaucoup trop risqué, n'y va pas. Enfin, on te disait tout pour que tu le fasses pas, quoi. Et en même temps, c'était un mouvement qui était en train de se transformer. Les écoles commençaient à monter des masters en entrepreneuriat. On commençait quand même à avoir une dynamique autour de l'entrepreneur plus forte. Il y avait des salons qui commençaient à être dédiés, un peu plus puissants, etc. Et donc, nous, on est arrivé à ce moment-là, en fait. Et donc, on a surfé sur finalement cette croissance de l'affection qu'on pouvait avoir pour les entrepreneurs en France. Et puis le grand changement, je pense, de paradigme a été fait quand en 2013, BPI a lancé la French Tech avec le ministère de l'économie. Et là, pour le coup, on a commencé à avoir ces startups sexy qui partent à Vegas. On a commencé à mettre un peu de paillettes sur celui qui crée. Et donc, ça a fait du bien à tout le monde et du bien aussi à l'ensemble Et puis, plein de médias sont nés. Et tous ensemble, je pense qu'aujourd'hui, le mindset autour de l'entrepreneur français, il a changé. Et aujourd'hui, on aime les entrepreneurs. Ouais, c'est ça, il y a un vrai changement culturel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les années 2000, 2010 et même avant, le parcours royal, c'est école d'ingé, école de commerce, enfin, grande école. Et après, j'essaie d'avoir une place dans des grosses boîtes françaises et énormes, etc. et gravir petit à petit les échelons. Je me rappelle qu'en sortant de l'école, on avait décidé avec ma promo de se voir tous les premiers jeudis du mois, je crois. Et on les voyait tous. Moi, je suis chez tel grand groupe, je gagne tant, machin. Ils gagnaient tous très bien leur vie, enfin, en tout cas pour des études, pour des jeunes diplômés, quoi. Tous avec des belles perspectives de carrière. Et nous, on était un peu les crevards en disant, nous, écoute, on trime tous les jours sur ma bécane avec mon sac et mon kakémono pour faire des salons. Et on gagnait 3 campins, voire on vivait du chômage au début. Donc voilà, c'était le jeu, mais en même temps, ils étaient fiers de nous aussi. Ils disaient, vous osez y aller, les gars, vous êtes hyper courageux. Donc c'est ce qui nous portait, quoi. C'est que même si ça fait peur, ça faisait peur en tout cas, et ça le fait encore un peu, je pense. Les gens sont quand même très soutenants une fois qu'on y va. Et une des choses incroyables qu'on a vécues, nous, c'est que sur 1000 portes dans lesquelles on a frappé, parce qu'on a vraiment frappé à toutes les portes, il y en a 999 qui sont ouvertes, alors qu'on était des gamins qui sortaient de nulle part, quoi. Et qu'est-ce qui fait justement que tu te lances? Alors, si ce n'est vous avez peut-être senti qu'il y avait un couloir à prendre finalement qui était occupé par personne. Donc, opportunité business, on y va. Mais j'imagine que tu avais une affinité finalement pour ces sujets. Est-ce que c'est des choses est-ce que c'est du contenu que tu consommais par exemple aux États-Unis ou ailleurs? Est-ce que c'est des choses qui t'inspiraient, qui te motivaient? Non, en fait, ce qui nous portait, c'était l'entrepreneur. Nous, ce qu'on aimait, c'était les entrepreneurs. On adorait faire des interviews, comme tu fais là, tu vois, les rencontrer, entendre un peu leur parcours. Et ce qu'on adorait, c'était déjà pour nous, personnellement, on aimait ces moments d'échange. Mais ce qu'on aimait aussi, c'était présenter une grosse diversité d'entrepreneurs différents, avec cette idée de dire, qui que tu sois, tu peux t'identifier à un des profils qu'on a interviewés et tu pourras peut-être te dire, tiens, cette nana, ce gars, il l'a fait comme ça et il me ressemble un peu, donc ça veut dire que je peux le faire. Et on était beaucoup dans ce sentiment-là. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on était tous les associés, on était quand même très curieux et très envie d'apprendre, quoi. Donc c'était le moment où on commençait à parler de SEO, on en parlait déjà, mais quand même beaucoup plus. Les réseaux sociaux arrivaient. Enfin, moi, il faut bien se dire que dans notre incubateur, à un moment, il y a une de mes associés qui était sur Facebook et qui recrutait des gens sur Facebook pour faire monter la page de WeDoBiz. Les gens passaient derrière elle en lui disant, tu veux pas bosser un peu et d'être sur Facebook. C'était ça à l'époque, hein. On était pas, et c'était Facebook et Viadeo que peut-être Ouais, j'ai connu. les caméras ne connaissent plus. voilà. Donc on était sur ces réseaux-là et puis on commençait à utiliser les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand on a monté l'agence, un de nos premiers business a été d'être community manager. Parce qu'on avait tellement utilisé les réseaux sociaux pour nous faire connaître, qu'on était devenu un peu clé dans la compréhension de l'usage des réseaux sociaux pour du business, quoi. Aujourd'hui, c'est qui le successeur de WeDoBiz?
Celui qui a repris? Bah non, mais aujourd'hui, il y a Les nouveaux ouais, médias, les médias qui c'est sont... tous les. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu une période de, je pense, ouais, une bonne dizaine d'années, de 2010 à 2020, où ça a été des médias en ligne, avec Madines, avec qui on travaillait très bien, avec tous ces médias qui sont nés directement en digital, mais avec les modèles finalement des médias, même s'ils étaient full digital, pure player. Aujourd'hui, je pense que la suite, c'est les créateurs de contenu. Et voir des modèles hybrides entre les créateurs de contenu et les médias. Ceux qu'on connaît bien, Hugo Décrypte, Gaspard G, l'équipe du Crayon. Tous ces créateurs de contenu qui sont nés de leur propre profil et qui ont finalement développé des univers médias, je pense que c'est la suite de ces médias digitaux pure player. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui prennent la parole, même à titre perso aujourd'hui, qui ont compris que le contenu, c'est un canal de visibilité, un canal d'autorité, un canal de vente également, et qui, effectivement, par l'entremise des réseaux sociaux, vont produire du contenu, alors de qualité des fois aléatoire, des fois très bien, puis des fois peut-être un peu moins bien. Ouais. C'est quoi un peu ton regard là-dessus? Tu sais, nous, ce qu'on aime dire, c'est que finalement, chaque entreprise a un peuple. C'est-à-dire que vous adressez à une population qui est votre peuple, en fait. Et souvent, et pourquoi je dis le mot peuple? C'est parce que tu peux voir ça comme tes clients. En fait, tu dépasses toujours tes clients par le sujet que tu proposes. Et je pense, et d'ailleurs, je pense qu'on reviendra sur le rôle de la communication, mais moi, je pense que le rôle du communicant et de la communication dans une entreprise, c'est bien sûr de faire du ROI pour les produits, pour la plupart des boîtes, mais c'est aussi de s'adresser à ce peuple pour le soutenir, quel que soit finalement l'enjeu business qu'il y a derrière. Et quand on voit tous ces entrepreneurs qui prennent la parole maintenant, et pas que les entrepreneurs d'ailleurs dans les entreprises, je pense qu'en fait, ils ont ce rôle de s'adresser à la population de l'entreprise, de lui apporter quelque chose, un service en fait, par du contenu, par de l'expertise, par plein de choses, sans penser forcément ROI, mais en pensant plutôt, finalement, j'ai une population qui m'écoute, je suis devenu importante pour elle parce qu'elle m'écoute, elle a confiance en moi, faut aussi que je la soutienne dans ses enjeux propres, quoi. Et donc, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que beaucoup de gens prennent la parole. Et la dernière chose, c'est je trouve très important que tous les entrepreneurs prennent la parole. Donc plus ils l'apprennent, plus je suis content, moi, parce qu'on a besoin de créer de la fierté autour des entrepreneurs français. Aujourd'hui, on les aime. On les aime moins quand ils grandissent, malheureusement. Mais en tout cas, quand ils créent, on les adore. Mais on ne les connaît pas. Enfin, on connaît, si vous allez dans la rue là et que vous demandez si c'est un entrepreneur français, les gens vont hésiter. Ouais, on connaît les grands patrons, mais après, est-ce que ce sont des entrepreneurs? Pas forcément. Oui, ça, pour certains, oui. Xavier Niel est un grand entrepreneur. Bernard Arnault est un grand entrepreneur. Il y a des grands entrepreneurs dans les grands patrons. Mais même eux, enfin, on en cite 2-3 peut-être. Mais très vite, c'est les entrepreneurs américains qui viennent en tête. Et c'est dommage. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un vrai shift quand même sur les entrepreneurs, je trouve. C'est-à-dire qu'ils passent il y a 10 ans, 15 ans, des personnes qui étaient vraiment dans l'ombre, à des personnes quand même qui commencent médiatiquement à émerger, à avoir une parole qui porte, et qui même, on le voit dans les sondages, font des percées politiques, entre guillemets. En tout cas, on dit, il y a des Français qui de plus en plus disent, ce serait bien quand même d'avoir pourquoi pas un entrepreneur à la tête de tel ministère, au hasard le ministère de l'économie, etc. On voit qu'aux États-Unis, il y a plein de pays où effectivement ça a été le cas. C'est des patrons d'entreprise qui sautent de la politique. On a rarement l'inverse, on a rarement des politiques qui sautent dans le monde de l'entreprise et qui lancent leur boîte. On le sait moins, il y en a beaucoup, mais on le sait moins. Ils ne le disent pas, d'accord. Mais je trouve ça intéressant, c'est quand même un signal fort de dire, il y a une confiance quand même assez forte, ou alors c'est un discrédité pour la classe politique, je sais pas, mais en tout cas une confiance assez forte en disant, s'il réussit dans les affaires, il peut potentiellement réussir en politique. Ouais, j'ai pas de réponse toute faite à ça. C'est sûr qu'il y a des modèles, pas forcément les meilleurs. Aux US, par exemple, on a vu des choses un peu particulières quand même. Ce qui est sûr, c'est que gérer une entreprise et gérer un pays, c'est deux sujets différents. Enfin, on ne peut pas gérer une entreprise, un pays, pardon, en TRI, quoi. Enfin, même si on a un sujet de dette, il y a un moment où un pays, c'est un pays avec tous ses enjeux, toutes ses contraintes et surtout le sujet de l'intérêt général qui est majeur quand on gère un État. Sans parler de l'appareil politique. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ce monde politique avec BPI parce que je le connaissais pas du tout quand j'étais entrepreneur. C'est un métier qui est extrêmement complexe, en fait, d'être en politique. Donc c'est différent. Même si l'entrepreneuriat est très complexe aussi. Donc le parallèle peut être fait, forcément, quand c'est un sujet de leadership, en réalité. On a des leaders. En effet, on a confiance en certains entrepreneurs, ce qui est plutôt bien. Après, il ne faut pas faire de raccourci, à mon sens, regarde lui comment il a développé sa boîte, il serait mieux que machin pour gérer tel ministère. C'est un peu facile, c'est pas le même métier. Je pense que les deux se respectent énormément, le politique et l'entreprise. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de super entrepreneurs qui peuvent devenir politiciens. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de super politiciens qui peuvent devenir de bons chefs d'entreprise. Mais ça reste deux métiers, à mon sens, très différents et il faut pas faire de raccourcis.
tout cas, on sent qu'il y en a certains qui sont tentés par l'aventure. Et je pense En fait, ils sont tentés par prendre Ouais. mais ils sont tentés par prendre la parole. Ouais. Ça, oui. Mais parce et pour le coup, nous, on le soutient. Ça. Enfin, je rappelle qu'on a fait le Big il y a quelques semaines. Notre claim, c'était entrepreneur, dites-le haut et vrai. On veut que les gens parlent aux caméras, parlent au micro, et parce qu'on veut que la vérité soit exprimée dans sa réalité. Et l'entrepreneur, pour le coup, il a ce réel permanent en face de lui. Il peut pas mentir parce qu'il a la vérité des chiffres. Et puis, il vit les territoires de France, quoi. Quand on est dans les TGV, je parlais des bus tout à l'heure, même si je les ai pas conduits, nos camions, je suis beaucoup monté dedans et je passe mon temps dans les trains. Ça fait partie de mon métier. Enfin, je vois des gens qui sont impliqués dans leur territoire, qui s'engagent complètement pour leurs collaborateurs, qui s'engagent en politique locale, pour le coup, et qui portent une voix qui est celle du réel, du concret et du terrain. Et ça, on a envie de l'entendre. Et quand des entrepreneurs prennent la parole, je trouve que c'est fondamental parce que en tout cas sur leur partie, et parce qu'ils ne sont pas là pour parler de santé, d'éducation ou de sécurité, mais sur leur partie qui est l'économie, ils vivent le réel. Et ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y a un débat télévisé qui parle d'économie sans un entrepreneur autour de la table. C'est pas normal. Donc c'est très bien qu'ils prennent la parole, c'est très bien qu'ils portent une voix qui est celle de l'entreprise, mais avec cette idée que l'entreprise est au cœur du modèle social français. Et il faut juste rappeler ça. Il faut rappeler que, en fait, si on a le chômage, la santé, la retraite, tout ça transite par l'entreprise à un moment, et elle est au cœur de ce modèle, et elle est au cœur du modèle qu'on aime tous et auquel on croit, même s'il faut qu'on se batte pour le préserver. Moi, j'ai une question qui est assez simple. C'est quoi un entrepreneur? Parce qu'on a du mal des fois. Est-ce que tous les patrons sont des entrepreneurs? Est-ce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient forcément de la tech? Il y a beaucoup d'idées préconçues, entre guillemets. Donc, j'aimerais avoir ta vie. Je crois alors non, c'est pas que la tech, c'est toutes les entreprises, ça c'est certain. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est du savoir-être plus que du savoir-faire. C'est-à-dire que on peut être moi, par exemple, je suis passé de l'entrepreneuriat accepté, c'est-à-dire créer une entreprise, à développer, etc., à aujourd'hui, je me sens très entrepreneur chez BPI France parce que j'ai une liberté d'action, que je transforme plein de choses dans la maison, que j'ai une équipe incroyable, que j'ai un budget, il faut que je gère tout ça aussi. Donc entreprendre, c'est finalement la capacité à avoir des projets, des visions, les mettre et trouver les hommes, les moyens pour le faire. Et donc on peut le faire en étant chef d'entreprise, on peut le faire en étant dans une entreprise. Parfois on appelle ça l'intrapreneuriat. Bon, pour moi, ça reste un profil d'entrepreneur. Et après, je reviens sur ce que tu disais. Non, l'entrepreneuriat, c'est tous les secteurs d'activité. Du commerçant qui est en bas de vos studios jusqu'au grand patron de grands groupes, c'est des entrepreneurs. Et après, dans sous-jacent de ta question, j'ai l'impression qu'il y a aussi, quand on est chef d'entreprise, d'une grande entreprise, et que finalement on n'a jamais créé, et qu'on est juste là pour diriger, déjà quand on dirige, on est obligé d'être entrepreneur parce qu'on prend des X décisions par jour qui font qu'on doit avoir quand même cette possibilité à embarquer et amener un projet. Et puis ensuite, tu le vois dans la tech. Je reviens sur la tech. Quand on crée une boîte, on est founders, on aime bien dire qu'on est founders. On crée la boîte, on la développe, et puis à un moment, on ne se retrouve plus aussi dans son stade de développement, parce qu'on passe de créateur qui a des idées, qui met en place plein de choses, qui fait ses premiers bureaux, qui signe les premiers CDI. À un moment, on passe notre vie devant des tableaux Excel à piloter, à parler avec les actionnaires. C'est un autre métier. C'est là qu'on commence à mettre des DG, on commence à structurer comme ça. Donc, en fait, il y a aussi des stades de développement différents où on a le profil ou pas pour être dedans. Et là, je reviens à mon idée de profil, c'est qu'il y a des très bons gestionnaires qui sont faits pour être DG, et puis il y a des entrepreneurs qui sont faits pour porter des idées, des visions, et eux, généralement, s'entourent de bons DG. Justement, toi, dans ta carrière, tu as évolué finalement. Donc, au début, tu étais entrepreneur, et côté média, après côté agence brand content, et après, tu as switché chez BPI. Ouais. Donc là, tu deviens salarié pour la première fois de ta vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. La deuxième, parce que quand je me suis fait racheter, j'ai été salarié de l'entreprise qui m'a racheté. Mais bon, j'étais vice-président, donc c'était encore, on va dire, entrepreneurial. Et en effet, quand BPI m'a appelé, vous savez, quand on est racheté, on est loqué normalement pendant un temps. Pendant un temps, on est censé rester dans l'entreprise. Tout ça est géré par des actions qui se libèrent au fur et à mesure, etc. Et moi, je devais rester 3 ans dans l'entreprise. Mais dans un rachat, c'est très dur aussi d'avoir 2 dirigeants ensemble. Même si on peut tous faire beaucoup d'efforts, c'est toujours quelque chose qui peut amener de la tension. Et à côté de ça, BPI m'a appelé, je crois, 6 mois après le rachat, en me disant « Écoute, Julien, on cherche un profil comme toi. » Est-ce que c'était l'ancien directeur de la communication qui m'a appelé et il me dit « Est-ce que, donc toi, tu es bloqué dans la boîte qui t'a racheté, mais est-ce que tu connais quelqu'un ?»
Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est les entrepreneurs. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime moi entreprendre, mais j'aime aussi rencontrer des entrepreneurs de manière massive. Et quand il m'a appelé à 10h, à 17h, je l'ai rappelé, je lui ai dit, j'arrive. C'est moi. J'arrive, je vais pas laisser. Enfin voilà. Et quand j'ai été voir le dirigeant de l'entreprise qui nous a racheté, alors bien sûr, on est toujours un peu déçus dans ce moment-là. Et moi aussi, j'étais déçu d'ailleurs parce on est forcément imaginer un projet commun, etc. Mais en même temps, on était conscients tous les deux qu'il fallait qu'il en reste qu'un quelque part. Et puis, il était très conscient de ma personnalité. Et il savait que chez BPI, je serais à ma place, quoi. Mais j'avais pas d'institution pour revenir sur l'entrepreneuriat. Je savais pas comment c'était à l'intérieur. Moi, je voyais BPI à l'extérieur, tous ces grands shows, ces grands événements, cette niaque générale. Alors, c'était moins énorme BPI qu'aujourd'hui. Ouais, mais c'était déjà quand même bien implanté c'était en 2018. Donc, c'était quand même bien implanté quand même. Il y avait eu la French Tech, il y avait eu, le Big était en démarrage, mais existait déjà à l'Accor Arena. Il y avait déjà des choses, tu vois. Et puis, je voyais l'énergie, la positive attitude de BPI. Enfin, moi, j'aime l'optimisme, quoi. Donc, ça me plaisait. Et puis, surtout, j'avais été soutenu par BPI. Donc, je savais aussi que ça marchait. C'était pas juste du jaune sur les murs. Un vrai track record. Je voyais bien que j'avais vécu l'expérience BPI en tant qu'entrepreneur. Ils m'avaient financé. J'avais vu des gens, comme on les voit aujourd'hui, qui connaissent les boîtes, qui connaissent les entrepreneurs. Enfin, voilà, j'avais vu une belle maison, quoi. Donc, je me suis dit, super, mais de l'extérieur. Et quand j'y suis allé, et même eux, ils me l'ont avoué après. Ils m'ont dit, on savait pas trop si t'allais être soluble dans l'histoire, là. Mais finalement, je me suis retrouvé complètement parce qu'il y a un dirigeant qui est dingue, hein, qui s'appelle Nicolas Dufourcq, qui a une capacité à embarquer, et surtout une capacité c'est de la liberté managériale. Et quand il y a de la liberté managériale, on peut embaucher des entrepreneurs. Et c'était quoi ton job, alors ton objectif en arrivant chez BPI? D'abord de contribuer. C'est un peu le sentiment quand tu arrives chez BPI d'être en mission, hein, parce que c'est particulier comme statut. C'est une boîte privée, mais qui a pour actionnariat l'État et la Caisse des dépôts, qui est autoportant et qui est rentable, mais qui en même temps opère des plans d'État. Donc, c'est le bon, en fait, c'est le bon équilibre entre le public et le privé. Et donc, tu y vas aussi pour apporter ta contribution finalement à ce monde des entrepreneurs qui est soutenu par BPI France. Donc, moi, mon enjeu, c'était finalement de déployer, quoi. Il y avait beaucoup de choses, comme j'ai dit, qui avaient déjà été posées, mises en place, notamment en communication. Et mon idée, c'était de me dire, avec tout ce que j'ai appris en digital, en contenu, qui était là pour le coup très pauvre chez BPI quand je suis arrivé, et puis tout ce que je connais de l'événementiel et de la production de grands événements, parce que j'en avais fait beaucoup, mine de rien, avec mon ancienne entreprise, et puis dans ma vie passée, je me suis dit, je vais apporter ça pour aller plus loin avec eux, quoi. Et aller dans cette boule de feu là qui est la BPI. Aujourd'hui, BPI, dans mon esprit, vous n'avez pas vraiment de concurrent. C'est-à-dire que vous êtes sur un monopole à la moitié, ce que tu disais, privé et public. Et finalement, l'enjeu n'est pas tant d'acquérir un pipeline d'entreprises finançables, mais c'est plutôt effectivement de faire connaître les missions, les enjeux, le type d'accompagnement que vous pouvez apporter. Et donc, comment ça sert, toi, tes actions pour réaliser cet objectif? En fait, nous, notre idée, c'est en permanence animer l'entrepreneuriat en France. Donc, on anime les entrepreneurs, on les pousse à se développer, on les pousse à aller plus loin, on les pousse à exporter. Et à côté de ça, on est une banque de place. C'est-à-dire qu'on n'est pas concurrent des banques, on n'est pas concurrent des sociétés d'investissement. En fait, on aime bien dire qu'on est dans le co-tout. C'est-à-dire qu'en fait, on cofinance, on co-investit, on garantit le prêt bancaire de la banque pour dérisquer l'entrepreneur. Donc, on est en mission de service public presque, mais avec des enjeux financiers. C'est particulier comme statut. Donc, on investit dans le CAC 40 comme on investit dans les startups. On finance seul ou en crédit structuré ou en cofi avec les banques. Mais notre idée derrière, moi, mon ROI, pour revenir à ta question, mon ROI, c'est finalement que le plus d'entrepreneurs possible aient les moyens financier de se développer. Déjà, il a l'envie de se développer, donc ça, c'est mon ROI de com. Et puis après, c'est qu'il ait l'argent disponible pour le faire. Ça, c'est le ROI de la maison BPI France. Et donc, on fait tout pour. Donc ouais, si on parle d'objectifs commerciaux, comme tu le disais, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'un maximum d'entrepreneurs bénéficient de ce qu'on fait, mais comme tout le monde bénéficie de la Sécu, quelque part. Si je peux comparer, est-ce qu'on est la carte vitale de l'entrepreneur? Est-ce que finalement, on a des outils qui lui permettent d'accélérer sur tous les pans, que ce soit sa maturité ou son secteur d'activité? Donc, c'est sur ça qu'on travaille en permanence quand on fait nos séminaires stratégiques avec le COMEX. C'est OK, qu'est-ce qu'est l'économie française et est-ce qu'on est présent pour chaque pan de l'économie, pour chaque entrepreneur, finalement, qui développe
qui développe une entreprise. Après, est-ce qu'ils nous utilisent tous? Non. Et très bien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas nous, on n'a pas d'enjeu à ce que toute la France, tous les entrepreneurs de France aient du BPI soit dans leur capital, soit dans leur endettement. Mais ce qu'on a comme enjeu, c'est qu'ils aient tous de quoi aller au bout de leur projet. Ok. Donc toi, ton enjeu il est plutôt à la fois sur la partie notoriété, d'être un peu top of mind, hein, si je parle en marketing, on va dire, et aussi qu'il y a un usage finalement de la palette d'actifs ou de prestations finalement que vous offrez par le plus d'industries possible. De la palette Ouais. qu'on offre et de la palette qui est offerte par l'ensemble des acteurs du pays. Souvent, on se comporte même simplement comme un GPS, hein, en disant tu viens nous voir pourquoi, t'en es où? Ok, alors nous on a ça, très bien, mais tu peux aussi aller voir ça. Parce que les entrepreneurs ont besoin d'aller vite, ils ont besoin de repères. Si on peut être un repère pour tous les entrepreneurs qui les amènent derrière vers tout ce qu'ils peuvent avoir en termes de financement et d'accompagnement, c'est très bien. Et justement, peut-être l'une des spécificités, c'est que vous avez un ancrage local assez fort finalement. Là, on parle beaucoup de digitalisation. Tu donnais l'exemple, le faux exemple des camions, mais à travers ça, c'est quand même un vrai exemple en disant bah, vous allez beaucoup en région, etc. Et ça, c'est assez. Faut le souligner, je pense. On est Ouais. 4000 chez BPI, collaborateurs. Il y en a 2000 dans les territoires, qui sont sur 50 implantations dans le pays. Donc on a cet ADN extrêmement territorial. On soutient même les clubs de sport dans 35 villes en France. On est vraiment, et nous, l'équipe communication, on est tout le temps dans ce qu'on appelle le réseau chez nous, donc les 50 implantations de BPI. On est tout le temps dans le réseau à faire de l'événementiel. On fait 500 événements par an. Donc c'est pas rien. Parce que une de nos particularités, c'est d'être à hauteur de femmes et d'hommes. On est avec eux, on est main dans la main. Moi, j'ai des entrepreneurs tous les jours au téléphone, alors que je suis le DIRCOM de BPI, tu vois, je suis pas le banquier, quoi. Et pourtant, ils m'appellent en permanence. Et pourquoi? Parce qu'on a ce lien fort, on discute, on écoute leurs enjeux, on essaie d'y répondre par des outils. Et surtout, ça nous permet de les comprendre et donc de les défendre. Mieux on les comprend, plus on va les défendre. Et c'est aussi un de nos enjeux. J'interromps cet épisode pour vous demander un petit coup de pouce. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime en bas directement ou nous mettre 5 étoiles. Ça nous aiderait fortement pour le référencement. Par ailleurs, si vous voulez continuer à consommer du contenu autour de l'acquisition digitale, vous pouvez aller directement sur le site eskimos.fr où on publie un certain nombre de baromètres ou de surveys autour du marketing. Et également, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui est shootée chaque vendredi auprès de 35 000 personnes afin d'avoir les dernières actualités du marketing digital. Allez, on reprend l'épisode. Justement, avant qu'on enregistre le podcast, je t'ai demandé de lister sur la doise tes 3 défis un peu sur les mois à venir. Donc je vais les présenter. J'écris pas très bien, je préviens le. C'est pas moi qui jugerai. Donc le premier défi, tu as noté industrie. Ouais. Je te laisse peut-être nous expliquer. Industrie parce qu'on s'est rendu compte, notamment pendant le Covid, qu'on avait fait une grande erreur pendant quasiment 30 ans de désindustrialiser le pays. Et donc, une des missions qu'on s'est données, forte, c'est de relancer l'industrie française. Il y a un tissu de PME ETI qui est magnifique, hein, dans le pays. Maintenant, il faut qu'on les aide, elles, à s'étendre et d'autres à venir ou à créer. Donc, on le fait par 3 leviers, hein. Le premier, c'est la création de grandes cathédrales industrielles, ce qu'on appelle les gigafactories, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. On le fait en soutien des PME ETI françaises existantes pour les aider à grandir. Et on le fait aussi par ce qu'on appelle les startups industrielles, notamment qui viennent du monde de la recherche, donc de la deep tech, où on va aller chercher finalement tous les chercheurs qui sont en ce moment en train d'imaginer des thèses autour de produits qui sont potentiellement industriels. On va aller les chercher et soit leur proposer de devenir eux-mêmes entrepreneurs en les accompagnant, soit en les matchant avec des entrepreneurs pour sortir des belles startups industrielles. Donc on a un grand projet qui va demander de créer 100 sites industriels par an, et on est sur les rails, hein, pour le faire, créer ou étendre 100 sites industriels par an, qui va amener 100 000 emplois par an quand même en France, hein, et surtout qui va nous aider à rétablir un peu notre souveraineté, à rester compétitif face à la Chine, parce qu'on entend beaucoup parler des US, mais le vrai sujet, il est en Chine. On a des super boîtes hyper innovantes à des prix qui ne sont pas les nôtres qui arrivent sur le marché. Il faut qu'on soit capable de se défendre économiquement par rapport à ça. Donc l'industrie, c'est fondamental. Un pays qui va bien, c'est un pays qui a une bonne industrie, hein, faut le rappeler. Et puis, si je reviens sur mon métier, moi j'ai un grand sujet sur l'attractivité de l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, trop de gens ont l'image de l'industrie d'hier, c'est-à-dire l'industrie qu'on apprend dans les livres d'éco, alors que l'industrie a complètement changé. Et moi-même, je l'ai découvert grâce à BPI, hein. J'habite à Paris, même si j'ai de la famille en Lorraine, je ne connaissais pas l'industrie. Et avec BPI, en allant en permanence dans les PME et les ETI françaises, je vois des boîtes hyper innovantes, hyper engagées, des entrepreneurs qui veulent se développer. Il y a des jobs pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 20% de filles dans les filières Ing.
Enfin, c'est scandaleux. Et parce qu'on est culturellement, on dit aux filles, on dit aux garçons, est-ce que tu es bon en maths, et aux filles, est-ce que tu es bonne en français. Donc moi, mon job, c'est d'aller dans les collèges, là, j'ai des bus qui viennent de partir, qui prennent 200 jeunes par jour et qui les amènent de l'école dans des industries pour que les jeunes comprennent qu'il y a des vraies opportunités pour eux dans le secteur. Donc, tu as un sujet business de Réindus et tu as un sujet ensuite d'attractivité pour qu'on puisse recruter 100 000 personnes par an dans l'industrie. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a un sujet de mentalité, c'est-à-dire que tu as dit le mot qu'il fallait, c'est souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu éminemment de souveraineté économique d'avoir de l'industrie dans le territoire français. Et sauf que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on nous explique. Alors, il y a des patrons qui nous ont expliqué dans les années 2000 que les entreprises, demain, elles seraient sans usine. Voilà. Il y a aussi des politiques qui nous disent finalement, l'industrie, c'est un truc, c'est un peu sale, faut pas et on va plutôt tout miser sur la start-up. Pourquoi pas, mais en tout cas, il y a un imaginaire collectif qui s'est construit contre l'industrie, là où d'autres pays comme l'Allemagne, typiquement, ils ont moins ce rapport antagonique avec l'industrie. Donc, on a eu cette idée de devenir un pays de service, et puis un pays, en fait, on a pensé qu'il suffisait de penser en France et de faire ailleurs. Enfin, c'était ça un peu. Et donc, ça a été une grande erreur stratégique. Tout le monde en est conscient. Nicolas Dufour qui a écrit un livre dessus, qui a fait pas mal réagir. Et puis, la grande prise de conscience, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le Covid, où on s'est dit, en fait, on n'est plus capable de faire des masques, on n'est plus capable de faire du gel hydroalcoolique. Et là, on s'est dit, ah ouais, en fait, on a un vrai sujet, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que même la vision évolue. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, plus personne n'avait envie d'avoir une industrie à la sortie de la ville ou du village. Là, ça y est, là, on a refait une étude. 80% des gens sont très ouverts à avoir des industries autour d'eux. Ça fait de l'emploi quand même. Ça fait de l'emploi. Enfin, moi, je vois des entreprises. J'étais à Rousset il n'y a pas trop longtemps chez ST Microelectronics, qui est partout, dans vos téléphones, smartphones, etc. Il y a des puces ST Micro quand même. Et on ne se rend pas compte qu'elles sont faites à Rousset. Ils embauchent, je crois, 8000 personnes sur le site, alors qu'il y a 4000 personnes dans la ville d'à côté, quoi, ou dans le village d'à côté. Donc les gens sont très ouverts. Ils ne veulent pas de nucléaire. En tout cas, ils en veulent, mais pas autour d'eux. Donc ça, c'est le sujet. Mais sur le reste, ça y est, on a quand même gagné la bataille déjà de l'implantation. Maintenant, il va falloir gagner la bataille des jobs et puis ce que je disais tout à l'heure de la formation, tous les sujets qui sont un peu sous-jacents, quoi. Ok. Ton deuxième défi, sans surprise, l'IA. Ouais. C'est à peu près le défi de 100% des entrepreneurs aujourd'hui. Ouais, je suis pas hyper innovant en disant ça, mais je suis obligé de le mettre. On est en train de vivre une révolution qui est plus forte que celle qu'on a vécue avec Internet. C'est incroyable à quel point ça va changer finalement tous nos usages, ça va changer nos vies, ça va changer nos façons de travailler. L'IA va reconstruire une société. Et il faut absolument qu'on soit au cœur de cette reconstruction. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, on pousse l'IA à fond, bien sûr, dans les entreprises, sur la partie bureautique, sur la partie, finalement, amélioration des process bureautiques, ce qu'on fait à peu près tous maintenant de mieux en mieux. Mais il y a une autre réalité derrière l'IA, c'est que l'IA va rentrer dans la chaîne industrielle, et je vais refaire le lien avec l'industrie, et dans le produit final. Demain, il y aura de l'IA dans ton micro, il y aura de l'IA dans ta caméra, ça commence déjà, il y aura de l'IA partout. Et comment on fait pour finalement garder une longueur d'avance en termes d'innovation en France grâce à la profondeur de nos ingénieurs. Parce qu'on a une chance extraordinaire dans le pays, c'est qu'on est extrêmement bien formés. Et c'est pas pour rien que la plupart des CTO de la tech américaine sont des Français. C'est parce qu'on est très très bien formés, on est très bon en maths en France. Les filles pas assez malheureusement, mais en tout cas on a un niveau qui est bien plus haut que la moyenne internationale. Et donc il faut qu'on se serve de ça pour remettre de l'IA partout à la française, quoi. Et puis la dernière chance européenne de l'IA, c'est quand même Mistral. On parle beaucoup d'eux, mais on a raison. Ils viennent de faire une levée de fonds quand même. Enfin, il y a un petit mois là, de faire une levée de fonds au niveau européen. Et ça, c'est un peu notre rêve à tous, c'est qu'on arrive à structurer des fonds européens qui permettent de tuer le plafond de verre de, en gros, 500-600 millions de levées de fonds, qui font qu'on perd nos super boîtes françaises ou européennes. Et ça, si on arrive de manière européenne à se mettre tous ensemble pour créer des grands fonds, on arrivera à garder des très belles boîtes européennes et à remettre l'Europe un peu au cœur de la bataille mondiale, quoi. Mais je pense qu'il y a un point que tu as dit sur lequel je vais rebondir, c'est qu'on a un terreau d'expertise absolument fabuleux. Effectivement, on a des super écoles, notamment en mathématiques, on gagne 1 an sur 3 la médaille Fields, etc. Donc on a les cerveaux, sauf qu'on a deux faiblesses. Alors, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais on a la partie, on est très quand même régulation dans l'approche, là où les États-Unis, les Chinois, c'est peut-être secondaire, ils vont plutôt se dire on va essayer d'être go-to-market et de lancer les produits le plus vite possible, etc. Et deuxièmement, je trouve qu'on manque de solidarité, je veux dire française, mais même européenne. Je prends l'exemple de Mistral.
Il y a combien d'entreprises du CAC 40 qui utilisent Mistral? Je ne sais pas, mais j'imagine pas beaucoup. Et pareil à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on préfère tout de suite utiliser des solutions au hasard américaines plutôt que d'aider le petit qui essaie d'émerger. Je sais pas si c'est culturel ou pas, mais en tout cas, c'est des choix. Voilà. Nous, on est devenus les meilleurs commerciaux de Mistral, je pense. Hein. On passe notre temps à dire aux grands groupes, à toutes les boîtes françaises de mettre du Mistral, et ils le font. Hein. Ils le font beaucoup plus que même eux-mêmes le disent. Et Mistral est une bonne techno. Une bonne techno, c'est un choix. Hein. Enfin, je vais pas faire mais il y a le choix de OpenAI qui est celui de l'abonnement et de la donnée hébergée, et puis il y a le choix de Mistral qui est le modèle open source, hein, et qui est un super outil qui permettra demain de créer des IA intégrées aussi. Enfin, ça permettra beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec OpenAI. Il me semble qu'il y a des capitaux étrangers chez Mistral. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est une entreprise. Hein, elle voilà. se développe, elle a un capital qui est structuré d'une certaine manière, mais on a un fondateur qui est une équipe de fondateurs qui a quand même cette vision européenne en tête, quoi. Et ça c'est magnifique, et on espère qu'ils pourront la garder. C'est pas qu'ils voudront la garder parce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils pourront la garder, c'est tout ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc après, sur la solidarité, vous savez, en Chine typiquement, ils sont capables d'utiliser une techno moins bonne si elle est chinoise, même en sachant qu'il y a un truc mieux à côté. Ils vont aux États-Unis, c'est pareil. Prendre leur techno. Moi, demain, si je te demande de sortir d'Office 365 ou de Google, je sais pas ce que vous utilisez chez vous, de Google Suite, et que je te dis, il y a un super français, tu fais un mix de Quant, de tout ce qui peut exister de solutions françaises, tu vas pas y aller, en fait. Et ça, est-ce qu'on est capable de se dire, on va prendre moins bien parce que c'est européen? On n'a pas ce truc-là. Voilà. Déjà parce que c'est français, et ensuite parce que c'est européen. Voilà. Donc je pense qu'il faudra un moment qu'on accepte aussi de travailler sur des puces peut-être un peu moins performantes que celles d'NVIDIA, ou pas, parce que maintenant ils sont en Europe. Mais voilà, il faut qu'on accepte en tout cas peut-être de décroître un peu en qualité pour avoir un service qui est équivalent et qui remplit la promesse. Hein. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est que ça remplisse la promesse, et avec une vision un peu plus souveraine. Voilà. Et après, il y a aussi alors tu parlais de la bureaucratie. Il faut faire attention à ça parce que c'est utile aussi. Hein, et on nous regarde aussi en inspiration pour ça. Après, il ne faut pas que ça crée de l'inertie. Et là, c'est le sujet. Typiquement, parfois, certains disent que l'Europe est devenue une grande bureaucratie qui ne sert qu'à créer de l'inertie et pas à créer de la cohésion. Ça crée du défocus. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à dire à quel point je vais rentrer dans le moule. Et bon, des fois, c'est un peu dommage sur le démarrage. Il vaut mieux se battre que réguler. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Mais là, il y a besoin de réguler aussi parce que, comme j'ai dit, à toute grande révolution égale aussi possibilité d'aller dans un sens positif comme dans un sens négatif. Donc, il faut aussi tenir un peu la baraque sur l'IA. Donc, c'est bien que l'Europe prenne ça en main. Maintenant, il faut aussi, en effet, laisser l'ouverture. Mais là, je vais sortir du sujet de l'IA. On a un sujet qui est quand même un peu plus important aujourd'hui sur la régulation européenne. C'est tout le dumping qui peut arriver de l'Asie. Ou quand un entrepreneur déclare un dumping au niveau européen, il y a 4 mois d'attente. En 4 mois, il est mort. Voilà. Donc ça, c'est des sujets. Et pourtant, il y a un super service qui s'occupe de ça. Mais ça, c'est des sujets où il faut qu'on accélère la machine, où il faut faire en sorte qu'on se protège mieux. Et donc, d'un côté, plus d'ouverture, en effet, à l'innovation. Et de l'autre côté, une bureaucratie, oui, mais qui est efficace pour les entrepreneurs. Après, sur le patriotisme économique, moi, je le dis souvent, et je trouve que c'est pas un gros mot. Ça fait 2-3 ans que j'écris sur ce sujet en disant, j'ai une règle simple, et je l'applique d'ailleurs chez Eskimo, c'est qu'il y a un niveau de prestation équivalent et à budget plus ou moins équivalent, ma préférence ira toujours vers l'acteur français. Je l'ai appliqué dans ma précédente carrière, je l'applique ici. Et la question, c'est le niveau de prestation. Voilà, c'est ça. Équivalent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça fait le job? Et ça répond à mon cahier des charges. Est-ce que ça veut dire que tu as le truc quand même qui est cool, qui est à la mode, qui fait un peu moins qui du coup est moins souverain? Voilà, c'est des choix compliqués pour tout le monde. Ouais, on peut être un peu schizophrène, mais en tout cas, j'essaie de l'appliquer. Bon, après, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le gros de notre travail, on aide les entreprises à être visibles sur Google parce que c'est l'acteur ultra dominant et on les aide pas à être visibles sur Quant. Ça, c'est vrai. Ouais, par contre, dans les prestataires que je paye, toute la partie comptabilité, etc., on essaye plutôt d'aller vers des acteurs français. Ouais, bien sûr. Et puis, il faut pas. C'est toujours pareil, il ne faut jamais dans l'extrême. On a le droit d'utiliser des solutions américaines. On utilise aussi chez BPI France des solutions américaines et c'est normal. Mais on privilégie la solution française quand on peut. Et d'ailleurs, c'est pas que. Moi, je suis pas pour la discrimination positive, quoi. On est aussi une boîte qui veut que ça marche, qui veut réussir. Donc, les Français, ils sont bons et il faut aussi les prendre parce qu'ils sont bons, tout simplement. Voilà. Mais il ne faut pas avoir l'effet de si c'est français, que c'est donc moins cool. Les effets de mode, il faut les oublier, quoi. Je suis d'accord.
Et le troisième point, alors tu vas nous expliquer ce que c'est, donc transition écologique et énergétique. Ouais, je l'ai mis parce que c'est un enjeu majeur. Je pense que tout le monde est conscient de ça, j'ai pas besoin de le représenter. Nous, on met 34 milliards sur 5 ans pour aider les PME et ETI françaises à faire leur transition écologique et énergétique. Mais en dehors d'être un enjeu de société qui nous touche tout un chacun, c'est aussi un enjeu business, hein. C'est un enjeu business. Il ne faut pas qu'on le mette de côté parce qu'il y a une situation géopolitique, parce qu'il y a des messages inverses qui sont envoyés de l'autre côté de l'Atlantique, parce que pour plein de raisons, on pourrait le mettre de côté. C'est ce qui se passe un peu en ce moment. Nous, on le garde au centre du débat parce qu'il faut absolument, quels que soient les technos de captation, etc., qui peuvent émerger, il faut que les entreprises fassent leur transition éco. Et faire sa transition éco, ça veut dire aussi que l'entreprise marche bien sur ses deux jambes. Elle marche sur la jambe du pilotage et du chiffre et la jambe de la responsabilité. Et c'est nécessaire aujourd'hui pour gagner des marchés, c'est nécessaire aujourd'hui pour convaincre des clients, c'est nécessaire pour le monde, tout simplement. Et puis, faire sa transition éco, c'est amener aussi une grosse dose d'innovation dans son entreprise. Et donc là, on l'a bouclé sur les 3 sujets, industrie, IA, transition éco, hein, j'ai pas fait exprès, mais finalement, Que les 3 sont compatibles, bah, c'est un peu ça l'enjeu. on réindustrialise en mettant beaucoup de technologies, ce qui fait qu'on a aussi des entreprises qui sont beaucoup plus durables, qui sont très innovantes, et donc on fait des entreprises qui sont par défaut qualitatives en termes de production d'énergie. Et à côté de ça, on aide celles qui ne le sont pas aujourd'hui à à faire leur transition éco. Et ça, c'est fondamental. Il ne faut pas lâcher le combat déjà pour la planète, mais à côté de ça, il ne faut pas lâcher le combat pour l'économie aussi, parce que c'est aussi peut-être un des leviers qui fera la différence sur des marchés quand on aura des grandes compétitions internationales sur lesquelles on se battra à 3 ou 4. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse aussi sur mes pays, c'est il y a quelques semaines, donc vous teniez un salon Big, tu en as parlé rapidement, mais j'aimerais bien que déjà que tu représentes un peu tu expliques un peu à tout le monde ce que c'est Big. Pourquoi c'est intéressant, c'est que aujourd'hui on a tendance à tout digitaliser, nous les premiers chez Eskimos, parce qu'on accompagne les clients sur leur visibilité sur les moteurs de recherche, mais il y a aussi le côté un peu vraie vie, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, effectivement, vous êtes à la tête de l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros salon de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est quoi un peu le projet derrière et si tu as 2-3 chiffres à nous partager? Alors, je reprends juste le mot salon. Big, c'est vraiment un rassemblement. Et j'aime bien dire que c'est un rassemblement parce que c'est le démarrage du Big, c'est finalement de se dire, on va mettre dans une salle, qui est l'Accor Arena, qui est une petite salle, une représentation assez parfaite de ce qu'est l'économie française. C'est-à-dire des créateurs d'entreprises, des startups, des grands groupes, des PME, des ETI, tous ceux qui accompagnent l'ensemble des entreprises, les conseils, les régions, les financiers X ou Y. Tout le monde ensemble. Voilà, tout le monde ensemble, une fois par an, et on fête un peu, quoi. On fête un peu le fait qu'on avance, qu'on a encore des projets, qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de grandir. Voilà. Donc il y a ce premier côté un peu rassemblement, célébration. Quand on ouvre le Big, c'est un vrai choix à l'américaine, hein, parce qu'on a envie de les fêter, quoi, et on a envie de leur dire merci, tout simplement. Merci toute l'année de rien lâcher. Enfin, faut voir qu'un entrepreneur, depuis le Covid, là, ils se sont pris le Covid, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, les matières premières qui ont découlé de ça, la crise géopolitique avec tout ce qui se passe outre-Atlantique et dans l'Est. Les droits de douane. Maintenant, la politique nationale. Enfin, ils en prennent, hein, dans la tête, hein. Enfin, vous en prenez dans la tête, parce que je m'adresse à des entrepreneurs. Vous en prenez dans la tête depuis 5 ans. Et pourtant, quand on est dans les territoires, vous continuez d'avancer, vous continuez de vouloir vous développer, vous continuez d'investir. Enfin, vous lâchez rien, quoi. Et donc, moi, je pense que tout ça mérite, et on pense chez BPI France que tout ça mérite une célébration annuelle, quoi. Donc, on commence par ça. Ensuite, à côté de ça, je te l'ai dit tout à l'heure, on fait 500 événements par an. Mais ces événements, ils sont silotés, finalement. Ils sont événements créateurs d'entreprise, événements industriels, événements en transition éco. Il nous semblait extrêmement important de rassembler tout le monde une fois par an aussi pour créer des ponts, en fait, entre les différentes communautés, les fameux coqs, hein, qu'on aime bien chez BPI France, donc toutes les communautés d'entrepreneurs, et puis aussi entre maturité pour que les petits inspirent les grands, que les grands fassent bosser les petits. Enfin, l'idée, c'était de mettre tout le monde ensemble aussi pour en créer un maximum de lieux de rassemblement et de rencontres pour que à la fin, je reparte avec une feuille de route finalement d'une centaine de personnes que j'ai rencontrées dans la journée qui vont m'être utiles demain pour le développement de mon business. Et puis la dernière chose, c'est le contenu. Big, c'est du contenu. C'est 500 ateliers et conférences. Il y a 1000 speakers sur Big, hein, sur la journée, donc c'est énorme.
Et dans les speakers, il y a ceux qui inspirent, donc les grands entrepreneurs, les patrons du CAC ou les grandes boîtes internationales, les artistes, enfin tous ceux qui peuvent inspirer l'entrepreneur dans un mot, une vision qu'ils partagent avec eux. Ils viennent jamais présenter leur boîte, hein, ils viennent vraiment partager quelque chose avec eux. Et puis à côté de ça, il y a tous les experts, quoi. Et là, il y a du contenu pour toutes les typologies d'entrepreneurs, sur tous les enjeux possibles et imaginables de développement d'une entreprise. Donc c'est une grande journée comme ça où finalement on part avec de l'inspiration, avec de la technique et puis avec des rencontres. Et c'est l'idée du Big. Donc il y avait 75 000 inscrits, je crois, cette année, quelque chose comme ça. Un peu plus de 25 000 personnes sur place dans l'Accor Arena. Beaucoup de gens qui nous suivent en digital, hein, parce que c'est des événements hybrides maintenant. Et puis des millions de gens qui ont suivi sur les réseaux sociaux, parce que tout est diffusé, multidiffusé. Avec cette idée, cette année, de dire entrepreneur, dites-le haut et vrai. Donc, on avait 80 partenaires médias, une cinquantaine de créateurs de contenu présents sur l'événement. Et on leur a dit et redit, tous les micros, toutes les caméras, tous les stylos que vous voyez sur l'événement, allez-y. Et dites-leur ce que vous vivez au quotidien. Dites votre réel. C'est ça que les Français ont envie d'entendre, parce que notre enjeu quand même derrière tout ça, c'est que ça sorte de l'Accor Arena et que les Français voient qu'il y a un monde qui bouge, positif, qui avance, et les rassurer, tout simplement, parce que je pense que les gens ont besoin d'être rassurés en ce moment. Justement, moi, j'ai trouvé intéressant, c'est la thématique un peu globale. T'en as parlé. C'était une thématique assez engagée. C'était autour de la vérité, Ouais. si je dis pas de bêtises. Pourquoi associer la vérité et le monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi associer les deux? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les entrepreneurs, eux, ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans la vérité. Quand tu prends ton tableau Excel, hein, à un moment, tu as des chiffres, tu sais ce que tu peux faire, pas faire, et ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver. Enfin, tu reviens à quelque chose de très scientifique, en fait. Et au départ, quand même, le pourquoi de la vérité, c'est en fait, finalement, on a tellement d'informations autour de nous aujourd'hui qu'on sait plus trop, quelle est la vérité, on sait plus trop démêler le vrai du faux. L'idée, c'est pas de rentrer dans un débat philosophique, hein, mais c'est quand même de redire que la vérité, c'est les faits, de remettre les faits au centre de la vérité, de remettre la science au centre de la vérité, et la science avec le lien qu'on fait forcément nous avec la science française dont on a parlé tout à l'heure. Et puis la dernière chose, c'était aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de permettre à chaque entrepreneur d'exprimer son propre réel. Eux, ils sont sur le terrain tous les jours. On a envie qu'ils viennent exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. On a envie qu'ils s'expriment sur les plateaux télé. On a envie qu'ils s'expriment partout, en fait, hein, parce qu'ils représentent aussi une grande partie de la société. Parce qu'en dehors d'être entrepreneurs, ils emploient aussi une majeure partie de la société française, sans compter le fait qu'ils sont au cœur du contrat social. Donc tout ça, nous, on les pousse. Il faut qu'on tue le vivant bien vivant caché. Parce que tu parlais des entrepreneurs qui prennent la parole, etc. Ça reste quand même un pan de l'entrepreneuriat français qui a pris cette habitude d'être visible, mais on a encore du boulot. Les patronnes et les patrons de PME, ETI dans les territoires, ils ne sont pas aussi vocaux que peuvent l'être certaines typologies d'entrepreneurs aujourd'hui. Et il faut qu'ils le soient. Il faut qu'ils le soient parce qu'ils vivent le réel. Et ça fera du bien à tout le monde parce que d'un côté, ils vont dire ce qui ne va pas, ils le disent, hein, toutes les peurs qu'ils peuvent avoir, ils les expriment sans problème. Mais à côté de ça, ils vont aussi rappeler ce qui va bien. Et je pense que les gens ont besoin d'entendre aussi que ça va bien. Et ça, le discours est trop faible sur ce sujet-là. Ça, c'est un premier shift, hein, le fait d'être inaudible. Enfin, c'était même pas inaudible, c'est-à-dire qu'avant, ils ne prenaient pas la parole parce que c'était une posture. Et maintenant, effectivement, de plus en plus, ils prennent la parole. Mais il y a un deuxième shift qui est marrant, je trouve, c'est que maintenant, ils se mobilisent. Ouais. Il y a 30 ans, ça n'existait pas, quoi. Alors, il y avait effectivement des syndicats de patrons, mais voilà, qui étaient très institutionnalisés, il y en avait quelques-uns, etc. Alors aujourd'hui, on voit que de façon un peu proactive, on a des mouvements d'entrepreneurs. On peut penser aux pigeons il y a peut-être 10-15 ans. Puis là, on voit qu'il y en a d'autres qui se mobilisent en ce moment sur une certaine taxe, etc. Donc, c'est assez drôle comme changement. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et alors, sans entrer dans des mobilisations de revendications particulières, je parlais des coqs de BPI tout à l'heure. Les coqs, ils ne sont pas à BPI. Hein. Moi, j'aime bien raconter cette histoire où on a créé la French Tech, donc avec cette idée de créer la Startup Nation, etc., que tout le monde connaît bien. Et je pense 3 ans après, un industriel des Pays de la Loire est venu nous voir avec le coq bleu dans la main. Il l'avait fabriqué. Il nous a dit, les gars, c'est sympa la tech, mais nous aussi.
Nous, on est là, on a des enjeux, on représente une grande partie du tissu économique français et on vit en silo, on n'est pas représenté, on a des choses à dire. Et en fait, tous les coqs qu'on voit aujourd'hui, donc celui de la transition éco, le coq vert, le coq de la création d'entreprise, de la santé, le blanc, de la French Touch, le orange, tous ces coqs-là, et à chaque fois, ils sont venus d'entrepreneurs qui nous ont dit, nous aussi, on veut le nôtre, parce qu'ils avaient ce besoin de tuer déjà la solitude de l'entrepreneur. Hein. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui est réel. Et donc, de se mettre ensemble pour échanger par rapport à leurs différents enjeux selon les secteurs d'activité. Et puis ensuite, parce qu'ils ont envie qu'on les soutienne dans leurs grands enjeux, quoi. Et donc, c'est très bien. Et nous, on pousse pour que tout ça ne devienne surtout pas parisien. On ne veut pas que la French Tech, la French Touch, la French Fab, toutes ces communautés deviennent des trucs gérés au niveau parisien, descendants. Non, c'est vraiment des trucs de terrain, des trucs d'entrepreneurs, ça leur appartient et on leur redit régulièrement et ils le savent parce que je peux vous dire qu'on n'a pas intérêt à jouer avec tout ça. Ils veulent qu'on porte leur parole et point final, quoi. Bon, t'as vu que moi j'ai mis mon coq, alors c'est pas VPI, mais c'est quand même un coq tricolore. Il est très beau, il est très beau, il a été repris en plus récemment, donc la boîte va continuer. Ça, Et donc on a envie de... Pareil, la reprise d'entreprise, c'est un énorme sujet. Donc là, il y a un beau collectif qui est derrière cette reprise du coq sportif et on leur souhaite beaucoup de réussite. Tout à l'heure, justement, tu me partageais un peu les chiffres de BPI, parce que BPI, tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui dans le territoire, enfin dans l'imaginaire français, mais on a du mal à mettre des chiffres derrière. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager, par exemple, sur le volume d'entreprises que vous accompagnez, sur le montant d'investissement, de participation sur lequel vous êtes? Écoute, pour faire simple, on a investi à peu près 60 milliards d'euros par an dans l'économie française, en investissement, en financement, donc en banque, en garantie bancaire et en assurance export. Voilà. Donc ça, c'est la BPI. On soutient toutes les typologies d'entrepreneurs français, mais de manière différente. Par exemple, les créateurs d'entreprises, tu vois, on ne va pas les soutenir nous directement. Par contre, on va financer les réseaux d'accompagnement qui, eux, leur font des prêts d'honneur ou les soutiennent en mentorat, coaching, etc. Donc, on a cette partie-là. On a toute la partie bancaire hein, dont on parlait tout à l'heure. On a la garantie. La garantie, c'est fondamental, hein, parce que je pense que vous avez fait quelques... C'est-à-dire que s'ils font défaut, vous portez garant, c'est ça? On se porte garant pour les entrepreneurs. Ouais. On fait de la garantie aux banques, en fait. On est intermédié par les banques. Donc, les banques font un prêt et nous, on vient le garantir derrière. C'est ce qui s'est passé pour le PGE, par exemple. Sauf que le PGE, on a fait une garantie totale parce que c'était la situation. Mais au quotidien, on fait de la garantie pour une grande partie des entrepreneurs français. Donc, c'est pour ça que c'est dur. Tu me demandais combien. Nous, on dit qu'on a 80 000 clients par an. Mais la réalité, c'est qu'avec la garantie, on passe à 600 000 quasiment. Donc, c'est difficile de donner des chiffres du nombre de clients soutenus par BPI France. Mais ce qui est sûr, c'est que notre mission, c'est finalement d'être aux côtés de toute l'économie française par nos produits, mais aussi par nos dispositifs de communication. Je pense à toute la com digitale qu'on peut faire pour aussi donner de la fierté autour de l'entrepreneur. En travaillant un peu l'interview, c'est marrant parce que je regardais un peu ce qui se disait autour de la BPI, et puis il y avait deux choses, deux commentaires qui n'étaient pas forcément positifs qui revenaient, et ça m'a fait rire parce que ces deux commentaires-là, en fait, ils montraient un peu le succès de BPI. Alors ces deux commentaires, c'était quoi? C'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut lancer une boîte en France et faire en sorte qu'elle marche sans le soutien de BPI? Ça, c'était un peu le premier commentaire qui revenait souvent. Et le deuxième, c'était de dire, on a l'impression que BPI, c'est très tech, c'est très Startup Nation. Tu l'as dit, vous avez lancé la French Tech, etc. Et du coup, c'est plutôt un succès parce que vous avez quand même lancé ta initiative de cette dynamique. Ouais. C'est quoi un peu ton retour par rapport à ces deux... Sur les deux axes. Alors, la première, bien sûr qu'on peut lancer une entreprise sans le soutien de BPI. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de financement, qui tout de suite sont autofinancement et donc vivent de leur chiffre d'affaires. Je me rassure, c'est pas un passage obligatoire. Voilà, non, il y a pas... on peut être immatriculé au registre des commerces et des sociétés sans passer par la BPI, sans problème. Après, ça reste une chance française. Et là, je le dis même oublions que je suis chez BPI France, on a quand même une chance incroyable d'avoir cet objet dans le pays et que beaucoup de pays nous envient et beaucoup nous demandent de leur rédiger la notice quoi, pour créer des BPI en Europe, en Afrique, etc. Parce qu'en effet, déjà c'est rentable, hein, je le rappelle, hein, on est autoportant. C'est rentable à hauteur de combien par an? On fait à peu près 1 milliard d'euros de résultats par an. Donc 60 milliards de capitalisation.
valorisation, c'est ça, en tout cas d'investissement, et vous faites 1 milliard en plus, on va dire. De résultats. De résultats, ouais, d'accord. Résultats, incluant les valorisations. Ouais. Mais donc, on reverse des dividendes à l'État. Enfin, ça, c'est pour autre critique qu'on peut entendre. Tu me l'as pas dit, mais je l'ai dit, qu'on dépense l'argent, etc. Non, enfin, on est autoportant et on opère des plans d'État, bien sûr, mais on est autoportant sur la majorité des choses. Donc, le modèle BPI est quand même incroyable. Donc, oui, on peut créer une entreprise sans le soutien de BPI. Après, derrière, en effet, comme on a des équipes qui sont extrêmement expertes sur leur sujet, c'est sûr on peut être moteur. C'est-à-dire que quand on lève des fonds et qu'on a BPI qui dit oui, ou quand on fait un crédit bancaire et qu'on a BPI qui dit oui, c'est une caution. C'est une caution d'État, c'est une caution de qualité, c'est une caution d'expertise, parce qu'on a une équipe d'experts qui est très, très puissante dans la maison. Donc, ça tire le marché. Et c'est notre enjeu aussi de tirer le marché, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de soutien et de financement pour les entrepreneurs. Sur ta deuxième question, sur le fait qu'on est identifié comme Born Tech, ouais, ça a été vrai parce qu'on a été très visible pendant la période de lancement de la French Tech en 2013. Mais la réalité de BPI, c'est que bien sûr, on a un soutien extrêmement fort à l'innovation française et notamment à la Deep Tech. On fait un gros travail pour aller chercher, comme je disais tout à l'heure, les projets de recherche qui peuvent devenir des belles startups demain et des licornes demain. Mais à côté de ça, on est très, très, très engagé dans tout le tissu économique français. Et la réindustrialisation, c'est pareil, c'est 35 milliards sur 5 ans. Là, hein. Donc, c'est énorme, c'est plus que l'INO. Hein. Mais c'est moins visible peut-être dans les médias, même si ça a changé. Hein. Je pense que cette réflexion-là, on l'a beaucoup eue jusqu'à il y a 2-3 ans. Voilà. Depuis 3 ans, je pense que tout le monde a compris qu'on est sur tous les pans de l'économie de manière très forte. Moi, mon enjeu en termes de notoriété, c'est plus que les Français sachent que ça existe. Enfin, ils savent que BPI existe, mais qu'ils sachent qu'on fait. Ça, je pense qu'on a encore du boulot sur le faire savoir. On le voit notamment dans les quartiers, par exemple, où beaucoup de gens disent j'ai envie de monter une boîte, mais j'ai pas les moyens, et puis il n'y a rien qui s'adresse à moi. C'est faux. Il y a tout, sauf qu'ils ne savent pas. Et ça, on a un gros boulot de faire savoir encore, mais de manière plus horizontale que verticale sur l'économie. Je pense que tout le monde a compris à peu près ce qu'on fait, quoi. Ça marche. On a une quatrième séquence qu'on aime bien dans le podcast, c'est on l'appelle piste noire. Grosso modo, on teste un peu les connaissances. Après le touchou, c'est voilà, exactement. On reste dans la thématique. Tu as vu qu'on a travaillé le branding de la marque. Mais non, je vais te poser 2 questions pour tester un peu les connaissances. Et puis surtout, ça permet de rebondir sur des études récentes. La première question, c'est une étude du MIT qui a analysé des milliers de projets IA. Et le MIT nous a partagé finalement le taux de succès ou plutôt le taux d'échec de ces projets IA. Est-ce que à ton avis, est-ce que tu saurais me le quantifier? Qu'est-ce que tu appelles projet IA? C'est des entreprises qui se lancent un projet IA, random, peu importe dans quel département, qui le lancent, et puis derrière, on mesure est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, est-ce qu'il y a du grip, pas de grip. D'accord, donc sur de la production, quoi, Ouais, sur de la prod. Mais ça peut être sur du marketing, sur des fonctions support, commerciales, etc. Moi, je dirais un taux assez haut quand même. De quoi? De succès ou d'échec? De succès. En tout cas, je prévois un taux assez haut de succès. Après, est-ce que là, au moment de l'étude, c'était le cas, vu la maturité des IA, etc. Je ne sais pas. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est sur du 50-60. Eh ben, c'est 5% le taux de succès. 5%. 5%. Okay. Et alors, c'est assez incroyable. Alors, les entreprises, comme tu as dit, sont beaucoup en mode idéation, POC, test, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ces 5%, c'est que la grande majorité de ces 5%, donc ça reste tout petit, c'est l'intégration de l'IA, non pas dans les fonctions front, c'est-à-dire visibles de l'entreprise, donc pas dans le marketing, pas dans le commerce, etc., mais plutôt dans les fonctions back, c'est-à-dire tout ce qui va être code, tout ce qui va être fonction support, etc. Et je trouve ça, c'est quand même un insight hyper intéressant pour les boîtes qui veulent se lancer, qui veulent tester l'IA, c'est-à-dire à peu près toutes les boîtes du marché aujourd'hui. On a souvent tendance à commencer par le front parce que c'est ce qui est visible, c'est ce qui est shiny, c'est ce qui est montré aux clients. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, le track record nous montre que c'est plutôt ce qui est caché. C'est là où on a des gains de productivité, d'efficacité qui sont assez. Nous, on a une chance, c'est qu'on a un DSI pour le coup qui s'est tout de suite mis dedans, quoi. C'est-à-dire que c'était quoi, il y a 3-4 ans, l'arrivée d'OpenAI. En 2022, ouais. Il a foncé. Et tout de suite, il a tout mis en place pour qu'on puisse très vite faire du post, du POC, du POC, du POC. Mais en effet, le 5%, il est surprenant quand même, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses qui fonctionnent. Mais derrière ça, dans tous les cas, il va faire que croître ce taux de succès sur les projets IA. Mais c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs qu'on lance un grand plan, nous, qui s'appelle Osons l'IA, qu'on fait avec le ministère de l'économie. C'est le ministère de l'économie d'ailleurs qui lance ce plan, hein, nous, on travaille avec eux dessus. L'idée, c'est d'accompagner un maximum d'entreprises à oser l'IA, donc à mettre de l'IA partout, à faire du POC, à faire du test, à l'intégrer, mais parce qu'on sait que ça va tellement transformer chacune des entreprises qu'il va falloir le mettre en place, quoi.
Il y a une deuxième question que je voudrais te poser, toujours sur l'IA. Moi, aujourd'hui, comme tu le sais, on accompagne des entreprises pour être visible sur ces nouveaux moteurs, parce que c'est un enjeu. Alors, c'est pas tant un enjeu court-termiste, parce que ça représente des volumes assez faibles, mais on sent bien que l'attraction elle va être énorme. Est-ce que tu saurais quel est le taux de clic sur un lien sur ChatGPT? C'est-à-dire que tu fais une requête sur ChatGPT, tu as une réponse, tout le monde voit, la réponse elle est pré-intégrée, puis dedans il y a des liens, mais qui sont assez masqués finalement. Alors, je connais pas le taux, mais je serais prêt à dire 1%, quoi. Exactement, c'est 1%. Donc, c'est rien du tout. C'est-à-dire que sur Google, on est plutôt autour de 30%. Alors, ça dépend des positions. Il y a des positions qui ont capté beaucoup plus et tout, mais c'est-à-dire que 3 fois sur 10, il y a un clic. Là, c'est 1 fois sur 100. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les entreprises, si demain, ça devient un outil du quotidien qui est utilisé par plus en plus de Français, aujourd'hui, c'est 700 millions quand même d'utilisateurs quotidiens, hebdomadaires à l'échelle mondiale. Et si demain, ça devient quelque chose... J'avais entendu une personne sur 10 qui a adopté l'IA. Ouais, exactement. C'est dingue. Et c'est-à-dire que pour les marques, il va falloir s'habituer à avoir une raréfaction de leur trafic et donc des ventes en baisse sur leur site, etc. Et donc finalement, c'est un pilotage du marketing et de la com qui sera assez différent. Ouais, c'est une vraie transformation. Nous-mêmes, on est un peu... on tâtonne parce qu'on a des sites de contenu extrêmement profonds, notamment celui sur la création. Sur lequel on met des agents maintenant l'idée c'est que maintenant tu parles à un agent qui t'aide à créer ta boîte, quoi, et c'est ce qu'on a développé et on continue de perfectionner. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos sites? Moi j'en suis là dans ma réflexion. C'est finalement, est-ce que je tue tous les sites de BPI pour en faire des agents, mais derrière je sais toujours pas comment. Je pense que vous avez plein de réponses, mais je pense que tout le monde tâtonne un peu sur c'est quoi le GEO, comment être référencé, comment savoir que nos données ont été utilisées. Quelque part, je vais dire quelque chose qui va aller un peu à contre-courant de tout ce qu'on a dit sur Google à l'époque, mais moi, je suis un peu pressé qu'ils mettent un modèle éco autour de l'affichage des résultats dans les IA. Parce que le jour où on va commencer à pouvoir mettre du sponsorisé, etc., dans les IA, ce qui arrivera forcément, parce que le modèle de payer l'utilisateur ne suffira pas, ils vont être obligés de nous mettre des analytics. Parce qu'aujourd'hui, ils ne nous disent pas ton contenu est utilisé tant de fois pour apporter des réponses. Donc, on essaie tous de créer des outils et machin, tout ça. Mais quand OpenAI le fera, ou quand Perplexity le fera, ou quand Mistral le fera, on sera très content, quoi. Donc, on est à tâtons. On ne sait pas quelle va être l'avenir des sites web. Donc, après, il y a, si je prends les techs chez nous qui nous disent laisse tomber ton site, on fait des bases de données pour l'IA et puis on leur envoie du contenu en masse pour que ce soit du BPI. À côté de ça, nous, on leur répond, bah non, il y a encore quand même 90% de la population qui est sur Google. Enfin, il y a toutes ces réflexions-là. On est dans une transition, donc on vit tout ce qui est une transition. Et en même temps, on n'en sait rien, quoi. Donc, moi, si je m'écoute, je pète tout et je fais des agents partout. Mais je pense que j'aurais tort. Et donc, il faut qu'on trouve les bons équilibres pour marcher un peu en parallèle, le temps que l'un prenne le dessus sur l'autre. Et d'ailleurs, on parle d'agents là. Peut-être que dans 2 ans, on parlera d'autres choses. Oui, c'est ça. On est tous un peu perdus, là. On est sur une ligne de crête. Moi, j'aime bien dire... Le vieux monde se meurt et le nouveau tarde à naître. Ouais, une phrase, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais on est exactement ça. Et donc, la réflexion que tu as, c'est marrant parce que c'est 100% des échanges que j'ai aujourd'hui avec les dirigeants. Il y en a qui sont très jusqu'au boutistes et ils disent Google est mort, il faut que je mette tout sur ChatGPT et compagnie. Puis d'autres qui sont à l'inverse, qui sont très frileux de ces nouvelles technologies. Moi, je pense que la bonne position, c'est d'être ancré dans le réel ou dans la vérité, comme tu l'as mentionné. C'est-à-dire que on regarde son analytics aujourd'hui, 50% de son business, en moyenne, il est fait sur Google. Et donc, ça reste quand même l'enjeu numéro 1. Il ne faut pas créer de défocus, je pense, pour les équipes internes. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à travailler pour être visible, pour commencer à mesurer sur ChatGPT qu'on sort. Nous, on a un outil qui aide les marques à mesurer leur visibilité. Mais tu as raison de dire, le vrai switch, c'est quand ChatGPT va ouvrir finalement, va nous donner accès à son capot. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de doc officiel. Donc, nous, on itère depuis 1 an, on commence à avoir des patterns, etc. Mais voilà, il n'y a pas de doc officiel, on n'a pas les queries, donc les requêtes, etc. Et on n'a pas les volumes associés. Par contre, ce qui est intéressant, ça a été annoncé il y a quelques semaines, ChatGPT est en train de construire une équipe paid pour créer une plateforme de monétisation. Et c'était déjà dans leur projection de 2026. Donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et donc ça, effectivement, ça a tout changé. On sait que Perplexity, par exemple, ça fait 1 an qu'ils testent de l'ADS, alors de façon hyper... j'allais dire crépusculaire, hyper confiné, et c'est quelque chose qui marche pas, c'est en bêta test, on a l'impression qu'ils l'ont lancé pour le lancer, mais ils n'ont pas investi d'énormes moyens, d'ailleurs ça marche pas du tout. Par contre, je pense que le ChatGPT prenne la bonne direction, c'est-à-dire qu'ils construisent d'abord la plateforme, je pense qu'elle va être robuste, avant de lancer le produit et face au grand public. Mais pour le grand public, ils ont un sujet de modèle éco, parce qu'aujourd'hui, c'est payant. Ce qui a fait le succès de Google, quand même, c'est que c'est gratuit, financé par la pub. Là, si on fait du payant financé par la pub, ça marche pas. Donc, ils vont avoir une vraie réflexion. On va voir comment ils vont faire comme Spotify, je pense. C'est-à-dire qu'il va avoir un modèle payant sans pub, et puis un modèle gratuit où tu auras de la pub. Et puis,
À date, il y a 10 ans, ça aurait Le été. retour du freemium. Bah, exactement. Mais il y a 10 ans, on n'aurait pas accepté. Je pense qu'aujourd'hui, on accepte parce Oui. qu'on le voit sur les. On le voit sur Netflix. Voilà, exactement, Ça sur les marche très bien, plateformes. Ouais. l'abonnement, Ça, on accepte. publicitaire, il marche très très bien. Non, mais tu vois, c'est une vraie question. Moi, à un moment, je disais un peu partout que je pense que les sites web deviendront purement serviciels, en fait. C'est-à-dire que tu auras le contenu derrière en sous-jacent qui alimentera des IA, et puis tu auras ouvert ton IA en propre. Et puis ton site va être qu'une série d'outils utiles, très, très, très SaaS, en fait, très logiciel SaaS. Mais bon, tout ça, c'est de la supposition. On est tous un peu au doigt mouillé. Moi, il y a un truc auquel je crois un peu, si je reviens sur la com, c'est aussi d'avoir des IA propriétaires. Et c'est pour ça que j'aime bien le modèle de Mistral. En dehors de la souveraineté, ce modèle open source fait qu'on peut aussi créer des agents basés sur nos propres données. Et typiquement, tu vois, dans la com, maintenant, tous mes DA utilisent beaucoup d'IA pour faire des visuels, des vidéos, etc. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire une base de données d'images sur laquelle je mets un agent, mais qui va produire des images basées sur mes propres images. Et là, j'ai plus de sujet de droit, j'ai plus de sujet de... Je suis propriétaire de mes images. Donc, il y a des choses comme ça, je pense, qui vont émerger aussi, des IA plus fermées, quoi. Mais voilà, toujours pareil, là, on est tous au doigt mouillé, on teste plein de choses. Nous, on a la chance de pouvoir tester plein de choses. On se doit d'être exemplaire parce qu'on pousse les entreprises à le faire, donc il faut qu'on le fasse nous. Mais on l'est et on continuera de tout tester, quoi. Mais je pense que c'est la bonne approche, c'est-à-dire qu'il faut tester sans a priori, que ce soit positif ou négatif. Et surtout, je pense que pour ton métier de communicant en général, je pense que l'arrivée des IA, c'est quand même ultra positif. Et moi, je dis ça parce que moi, je viens du marketing, je viens de l'acquisition, etc. On voit bien ce qui fonctionne sur l'IA, c'est la notoriété, c'est le branding, c'est l'image de marque, c'est le fait d'être mentionné, etc. Et ça, c'est quelque chose que le marketing aurait toujours dû garder en tête et qu'on a peut-être parfois oublié parce qu'on avait des stratégies de référencement très offensives, etc., qui ont très bien fonctionné. Et là, on voit que ça fonctionne. On revient sur la qualité. Bah, c'est ça, on revient sur l'essentiel de notre job, c'est-à-dire de faire rayonner la marque. Ah ouais, faire rayonner la marque et produire de la qualité, parce que les IA, pour le coup, détectent très vite si c'est du contenu fait pour, en effet, remonter dans Google ou si c'est vraiment du contenu profond. Donc, pour le coup, moi, je suis très content de voir que quand je demande comment créer une boîte à GPT ou au chat, ça me sort beaucoup de contenu avec la source, même si on n'y clique pas, avec la source BPI France. Je suis quand même content de me dire que le contenu qui est proposé est de qualité, parce que à la fin, moi, c'est ça qui m'intéresse, mais j'ai pas de modèle économique. Demain, alors c'était un peu la même question il y a une dizaine d'années pour Google, mais là j'aimerais pas trop être à la place des médias, parce que pour le coup, si tout le trafic est généré directement sur les IA et que les liens ne sortent pas vers les sites, ou en tout cas que les gens ne cliquent pas dessus, il y a un vrai problème de modèle éco sur les sites web des médias, par exemple. Donc eux, ils ont une vraie réflexion, je pense, qui doit être très très profonde. Et peut-être que l'histoire des agents basés sur un contenu propre est l'une des voies. Mais... Bah, sur les éditeurs, moi j'ai un contenu assez tranché, c'est-à-dire que j'ai écrit un papier là-dessus sur est-ce que l'open web est mort, en listant un peu les 7 coupables. Et en fait, je trouve qu'on est tous collectivement coupables, que ce soit les walled gardens, que ce soit les agences, que ce soit les annonceurs, mais que ce soit aussi les éditeurs. C'est-à-dire les éditeurs, il y a 20 ans, ils étaient très heureux de trouver une alternative à la fin du print, en tout cas à la baisse du print. Et cette alternative, c'était le web. C'est-à-dire qu'ils avaient d'un coup une source de contenu de trafic gratuit, en masse, généré par Google. Et en fait, ils sont arrivés dans une séquence d'impensés où ils n'ont pas réussi à diversifier le modèle en se disant, bah, en fait, on a une source qui ne se tarit pas. Et sauf que cette source, elle se tarit. Elle est en train de se tarir. On voit qu'elle baisse. Aux États-Unis, par exemple, les clients éditeurs qu'on accompagne, c'est moins 30% à peu près de trafic. Ah ouais. Donc, c'est un effondrement. Sauf que leur modèle économique, comme tu l'as dit, il est basé sur le clic. Après, je ne serais pas aussi tranché que toi sur le démarrage de tout ça, parce que... de mon souvenir, en tout cas, cette période de transition entre le print et le web, ils ont eu très peur et ils l'ont pas accueilli de manière hyper positive. Ils étaient plus en justement cette question de OK, je vais avoir plus d'audience. Enfin, le grand mot qu'on entendait dans toutes les confs à l'époque, c'est génial, on a plus d'audience, mais ça gagne zéro, quoi. Personne ne veut payer et ce qu'on gagne, c'est des clopinettes ou alors on est complètement asservi à Google, quoi. Et c'était ça, le discours à l'époque. Donc après, ils ont essayé de trouver des modèles alternatifs. Beaucoup de médias sont bien à faire de l'événementiel, par exemple. Beaucoup de médias sont devenus des agences de brand content. Enfin, chacun a trouvé un peu son modèle comme il pouvait. Il y en a qui ont quand même continué de gagner la bataille. Il y a un média comme Les Échos, il y a des médias quand même qui sont restés très puissants, très solides. Et moi, ce modèle-là, c'est celui que je regarde beaucoup parce que je pense qu'à un moment, il y a deux choses qui vont arriver. Là, pour le coup, je suis un peu moins au dos mouillé. C'est la qualité sera la clé, je pense, de ce qu'on produit. Et quand je dis la qualité, c'est la profondeur. Donc, du coup, du contenu plus expert, moins de tout le monde peut devenir journaliste, etc. On va devoir se recentrer quand même un petit peu. Et ça, c'est pas plus mal quelque part parce que ça s'est quand même bien diversifié. Et puis après, je pense que les marques vont passer à autre chose. C'est-à-dire que dans toute cette information-là, il va falloir qu'on trouve finalement des éléments de confiance.
Et tout à l'heure, je parlais des marques qui ont un peuple, en qui, en général, le peuple ont confiance, parce que de toute façon, sinon, elles perdent complètement y compris leur chiffre d'affaires et leur notoriété. Je pense que les marques vont devenir des vrais tiers de confiance. Et donc là, la question, je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le pli. Que je reviens sur ce que tu disais, de remettre la marque au cœur de la stratégie marketing. Si la marque génère de la confiance, elle arrivera à garder son audience et donc à la capter sur des outils propres. Et à un moment, il faut revenir sur des outils propres si on veut continuer déjà de traquer, mais surtout de passer les bons messages, en tout cas ceux qui nous paraissent être les bons. Mais ce switch sur les médias, si je prends le panorama français, aujourd'hui, à ma connaissance, en gros médias, il y en a 2 qui sont un peu rentables sur Internet, quoi. C'est Mediapart et Le Monde, qui ont réussi à trouver un peu un système économique, un modèle. Le web a jamais trouvé de modèle. Par contre, ils ont trouvé des canaux d'acquisition d'audience et donc d'abonnement pour les médias traditionnels. Mais oui, le web aujourd'hui, c'est généralement marginal dans le modèle. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même par exemple beaucoup de titres de presse. New York Times, c'est l'exemple paradigmatique de ça, en fait, ils ont réussi à penser le web comme étant un autre canal et pas un duplicata de ce qu'on fait sur le print. Ce qui est un peu le réflexe qu'on a eu pendant des années, qui est un peu moins aujourd'hui, je te l'accorde. C'est un peu moins le cas. Et surtout, ils ont créé des newsletters thématisés, ils ont créé des podcasts thématisés, etc. Une politique de l'auteur aussi. Dans les médias français, et Le Monde, il y a des auteurs un peu identifiés, mais sur les autres médias, je schématise, et c'est grosse maille, j'ai tort évidemment, mais il y a peu de plumes qui sont très identifiées finalement. T'as un sujet culturel, c'est qu'on est en France, on est moins apte à aimer les stars. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le journaliste doit rester derrière sa plume. Il y a encore beaucoup ça. Mais ce qui n'était pas le cas dans les 50-60, il y avait des grandes plumes à l'Express, etc. Au Nouvel Obs qu'on connaissait, des philosophes. Aussi, des grands présentateurs. Donc bon, là, il y a peut-être un petit truc culturel. Et puis il y a un sujet de marché aussi. Le marché américain n'a pas la même taille que le marché français. Oui, ils ont périmètre international en plus. On est 60 millions, on fait ce qu'on peut avec nos 60 millions. Voilà, et après, il faut passer à des médias internationaux. D'ailleurs, je regarde, il y a eu des initiatives, France 24, etc. Mais je pense que des grands médias à échelle mondiale, je pense que c'est un sujet qu'il faut continuer de creuser et il ne faut pas être timide par rapport à ça. Mais je pense que paradoxalement, tu vois, sur le développement de l'IA, je pense que c'est à la fois quelque chose qui va déstabiliser leur modèle économique parce qu'ils vont utiliser leur contenu et générer une réponse. Mais il y a quand même 2 choses qui apparaissent. C'est que d'une part, il y a Perplexity par exemple, a mis en place un fonds pour rémunérer les créateurs de contenu au sens large, médias. Alors je crois que c'est 500 millions, donc c'est pas énorme à l'échelle de ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a une dynamique qui se lance et de ce qu'on comprend, c'est que ChatGPT réfléchit à faire à peu près la même chose. Donc ça peut être une première source. C'est un bon levier. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, ces médias sont utilisés comme source primaire par les moteurs IA. Donc moi, par exemple, c'est quoi mon job à moi quand j'accompagne des annonceurs ? Avant, je leur disais, achète un backlink, donc un lien chez tel média. Aujourd'hui, on leur dit, en fait, n'achète pas un backlink, ça sert à rien. Mais fais plutôt une tribune. Mets en place du brand content. Et donc, en fait, c'est plus de la monétisation bête et méchante, automatisée, mais c'est vraiment quelque chose. C'est du RP digital, finalement. C'est la qualité, c'est du RP digital. Non, mais attention, moi, je pense que tout ça représente une énorme opportunité pour tout le monde. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la transition qui va être difficile et il va falloir tout de suite se mettre en mouvement, en tout cas remettre au-dessus de la pile sa capacité à pivoter, à se mettre en move parce que c'est ceux qui le feront maintenant qui vont réussir demain, quoi. On a une dernière séquence dans le podcast qu'on a appelée boule de neige. Alors on continue encore sur la thématique, tu as compris de la banquise, on se refait pas. Boule de neige, quoi, c'est assez simple, c'est dans ton quotidien, est-ce que tu as un hack à nous partager, c'est-à-dire une action finalement qui d'apparence paraît standard, mais qui aujourd'hui a un effet de levier assez énorme sur tes actions ou sur BPI? On fait beaucoup de choses, mais pour le coup, pour reprendre le contre-pied à notre discussion tout à l'heure, c'est le physique, en fait. Je te disais qu'on faisait 500 événements par an. Et on n'arrêtera pas. Et oui, on fait beaucoup de digital. Je pense qu'on a créé nos médias, on fait beaucoup de contenu, on a des stratégies SEO, etc., GEO, etc., qui sont très fortes. Mais on fait 500 événements par an. Et ces événements, ils nous permettent de garder le lien, de garder de l'intimité. Je pense que plus il y aura... C'est une phrase qu'on dit beaucoup en ce moment, mais je la dis quand même, c'est que plus il y aura de digital, plus on aura besoin de physique. Et d'ailleurs, moi, je le vois sur la participation à nos événements. On n'a jamais eu autant de monde au dernier Big que les années précédentes. Et plus généralement, on a de plus en plus de monde qui viennent de manière présentielle sur nos événements. Et c'est pas que BPI. Je le vois sur les grands événements, à Vivatech, à la Rêve du MEDEF. Enfin, sur tous les grands événements, il y a plus de monde. Les gens ont besoin de se connecter. On reste un animal social. On a besoin de liens. Et donc, moi, je crois à l'événementiel très fort.
Je crois qu'on ne dit pas les mêmes choses aussi quand on est en face à face, dans l'informel. Et c'est pour ça aussi qu'on célèbre beaucoup, parce que l'informel crée du lien et donc crée de l'histoire dans la relation et donc crée du business demain. Nous, on n'arrêtera pas l'événementiel, c'est dans nos valeurs, mais je pense que c'est fondamental et c'est le conseil que je donnerais à tout Dircom ou Dir Marketing qui nous écoute, il faut beaucoup de digital parce que c'est ce qui maintient le lien en permanence avec ses audiences et ça permet aussi beaucoup d'agilité, mais il faut faire du physique. Okay. Donc le retour du réel, après le retour de la vérité, c'est le retour du réel, ouais, le retour du physique. Le cambouis. C'est ça, très bien. Et puis une dernière question que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a des figures, des contenus, des entreprises qui t'inspirent? Il y en a beaucoup. Moi, d'abord, j'ai un souhait. J'ai un souhait, c'est que les Français regardent leurs entrepreneurs pour générer de la fierté autour d'eux, quoi. Je pense qu'on a des histoires magnifiques en France. Et alors moi, oui, j'ai beaucoup de figures qui m'inspirent. Après, j'ai envie de citer quand même des gens de mon milieu, donc de l'événementiel et de la communication. Je pense à Jacques de la Guillonnière de Novelty ou à notre ami Olivier Ginon de GL Event. C'est des gens qui se sont fait tout seuls, qui ont commencé. Je dis pas qu'il faut absolument partir de rien pour réussir. Je suis pas dans ces grands discours-là, mais en même temps, quand les gens le font, c'est magnifique. Et ces deux personnes-là, typiquement, c'est des gens qui ont commencé au staff d'équipe technique et qui ont monté des boîtes qui font plusieurs centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros. Et c'est des entrepreneurs, je pense que là, quand je les cite, peu de gens les connaissent. Et je voudrais qu'on connaisse plus ces entrepreneurs-là qui ont réussi qui ont des parcours exceptionnels, que moi j'ai la chance de voir tous les jours avec BPI France. Valorisez-les dans vos podcasts, valorisez-les partout, parce que c'est des gens qui ont des histoires dingues, toujours très humaines, avec des vraies visions pour le pays et pour le développement de l'économie française. Et on n'en parle pas. Donc on peut être fier de tous ces entrepreneurs de PME, de TI. Moi, je parle ceux de mon monde, de l'événementiel, mais j'en vois tous les jours de tous les mondes et je peux vous dire qu'il y a des histoires magnifiques. Super. Merci Julien pour ce témoignage. Merci d'être venu à notre micro. Merci à toi. Merci de cette interview et continuer de donner la parole à un max d'entrepreneurs parce que je peux vous dire qu'ils ont des choses à dire. Super. Puis merci à tous. J'espère que ce podcast vous a plu. Et puis rendez-vous dans 2 semaines. Bye. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans votre stratégie d'acquisition digitale, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou aller sur le site eskimos.fr pour parler avec un de nos experts. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite sur la banquise.